Dans cette deuxième présentation, nous allons passer à une deuxième étape et nous allons nous concentrer sur d'autres aspects dans d'autres domaines qui rendent aussi décisifs les changements qui ont eu lieu tout au long du XIXe siècle. Nous allons commencer par réviser quelques exploits dans la vie scientifique. Et pour vous donner un exemple, regardons ce qui est le développement de transport. Au début du XIXe siècle, voyager du nord au sud de la France, disons de Lille à Marseille, ça prenait en moyenne 10 jours de voyage. Avec le développement du train à charbon, imaginez que 70 ans après, c'est-à-dire en 1870, on avait passé de 10 jours de trajet à 2 jours. Et en 1980, c'était seulement une nuit. Maintenant, avec l'existence du TGV, on peut partir, on peut faire la même distance dans une durée de 6 à 8 heures. Ça, c'est pour l'actualité. Mais imaginez comment les changements sont importants, qu'on peut gagner plus de 9 jours et demi au cours d'un siècle pour faire un trajet dans les deux extrêmes d'un pays. Mais nous avons aussi des inventions qui vont changer les habitudes des gens. Par exemple, quand Volta, l'Italien, développe la pile électrique, on va voir tout au long du XIXe siècle le développement de l'électricité et comment elle va venir complémenter le charbon. Ensuite, regardez que déjà en 1816, on commence à trouver la manière de garder des images pour la postérité avec l'invention de la photographie. Et en 1832, on développe déjà à partir de l'électricité le télégraphe. Et Morse, avec le code Morse et les communications par télégraphe, vous savez que ça va changer, ça va révolutionner les communications parce que maintenant, il ne faut pas envoyer un messager à cheval et avec les dangers et surtout la lenteur pour recevoir et envoyer des informations. Maintenant, ça suffit d'avoir une connexion et de transcrire les sons qui sont envoyés pour trouver quel est le message qu'on envoie encodé. Et en 1859, on commence déjà à se rendre compte qu'il y a une substance souterraine qui peut révolutionner les domaines de l'énergie. On découvre le pétrole et vous voyez pourquoi on vous a dit que c'est justement le 19e siècle qui va préparer le 20e. Le 20e siècle, c'est par excellence le siècle du pétrole et des moteurs qui fonctionnent avec l'essence et les dérivés du pétrole. Mais l'exploration a commencé au 19e siècle. Ensuite, dans la science, il y a des personnages, des scientifiques tels que Louis Pasteur. Et l'apport de quelqu'un comme Pasteur, c'est absolument décisif pour notre culture alimentaire et pour établir des changements qui vont améliorer la qualité de vie. C'est Louis Pasteur qui découvre avec le processus de pasteurisation comment rendre moins toxiques certaines substances alimentaires. Et il va changer la manière comme nous conservons les aliments. Même aujourd'hui, quand vous achetez certaines boissons, le lait par exemple, et le fromage, si vous voyez dans l'étiquette, c'est toujours indiqué pasteurisation ou produit pasteurisé. Donc, ça nous montre à quel point ce type d'expériences scientifiques vont changer la manière comme les gens vivent dans le quotidien.
Ensuite, c'est très important, c'est à la fin du 19e siècle que Pasteur aussi développe et essaye avec succès un vaccin contre la rage que on peut acquérir avec la morsure des chiens. Avant cette expérience scientifique, si on était mordu par un animal qui avait la rage, on était condamné à mort. Il n'y avait pas de guérison possible. Les gens savaient que c'était la fin de leur vie. Ils étaient mordus par l'animal contaminé et ils avaient 40 jours pour développer la maladie et mourir dans des conditions atroces. Alors, comme c'était une condamnation à mort, à un moment donné, Pasteur a commencé à faire des expériences et il croyait qu'il avait un vaccin. Et un jour, une mère arrive désespérée pour lui dire « Un chien enragé a mordu mon fils, il va mourir de toute façon, donc vous dites que vous avez un vaccin, pourquoi ne l'essayez pas sur mon fils ?» Et Pasteur a accepté, il a vacciné l'enfant et il a commencé à compter les jours. 1, 2, 3, 40, 41, 42 et on a vu justement que l'enfant ne meurt pas après les 40 jours et on se rend compte que les vaccins fonctionnent. Vous imaginez alors le changement. À partir de ce moment-là, les gens qui étaient mordus et qui étaient contagiés de rage n'étaient pas condamnés à mort. Et ce vaccin inventé par Pasteur continue aujourd'hui d'être valable et c'est ce qu'on peut appliquer aux gens qui souffrent aujourd'hui des morsures d'animaux qui sont suspects d'avoir la rage. Maintenant, en 1876, Alexander Graham Bell va mettre au point le téléphone. Et maintenant qu'on utilise avec toute normalité nos téléphones intelligents, Huawei ou Apple, il faut quand même se rappeler que ce monsieur-là, Bell, il a eu la vision et il a mis au monde une invention qui a changé définitivement notre manière de communiquer. Maintenant, quels autres progrès pouvons-nous trouver dans ce siècle? On avait commencé à la moitié du siècle avec l'exploitation et les explorations pour trouver du pétrole. Et regardez que juste avant le passage à 1900, on va développer les premières automobiles à essence. Donc, on imagine déjà les changements que ça va représenter, avoir un moyen de locomotion qui ne dépend pas exactement du charbon ni de la force du mouvement, de la force humaine, mais qu'il y aura une substance qu'on va faire entrer dans la machine et qui va permettre à cette machine de fonctionner et de déplacer les gens et les marchandises. Nous n'imaginons pas notre société sans l'automobile, mais la révolution que ça faisait à la fin du 19e siècle, c'est très intéressant. Et aussi, du point de vue de l'art, d'un mélange d'art, sciences, techniques, architecture, nous avons en 1889 l'inauguration pour l'exposition universelle de la Tour Eiffel. Tout le monde parle de la Tour Eiffel, tout le monde veut la connaître. Si vous êtes allé à Paris, vous l'avez certainement visité. C'est un symbole de Paris et de la France. Mais imaginez l'importance de cette construction à la fin du 19e siècle. Quand Gustave Eiffel propose son projet, c'est un projet absolument innovateur parce qu'il présente un mélange équilibré, la complémentarité de la science, de la technique, de l'architecture et de l'art.
Nous savons aujourd'hui qu'à l'époque, les gens n'étaient pas tous unanimes sur la beauté de la Tour Eiffel et qu'il y avait des gens qui la considéraient horrible. Mais aujourd'hui, tout le monde estime que c'était une œuvre complètement innovatrice qui a changé la conception de l'agriculture, de l'architecture et surtout que a mélangé d'une façon complémentaire et très intéressante les possibilités de la science, des connaissances scientifiques à l'époque et des connaissances techniques. Il y a d'autres avancées, d'autres innovations qui vont aussi révolutionner la médecine. C'est au 19e siècle qu'on va développer la technique de rayon X. Aujourd'hui, nous trouvons tout à fait normal d'aller nous faire des examens avec des rayons X, mais à cette époque-là, c'était un véritable exploit. On commence aussi à développer des techniques et des substances qui vont permettre d'anesthésier les patients et évidemment, ça va permettre à la médecine d'aller plus loin dans les traitements et dans les chirurgies. Avant le 19e siècle, pas d'anesthésie. Imaginez la douleur et surtout le danger de certaines interventions. Et à partir du développement des substances comme les chloroformes, on peut contrôler la douleur, on peut endormir le patient et évidemment, on peut appliquer des chirurgies plus complexes. Donc, les avantages du développement de techniques d'anesthésie, ça va assurer une avancée très grande dans le domaine de la médecine. De même que le développement des techniques de stérilisation, parce qu'à partir des observations et des travaux de Louis Pasteur, on va découvrir l'énorme quantité de bactéries et de microbes qu'il y a présents sur tous les objets quotidiens. Et on va découvrir aussi que certains de ces microbes, de ces êtres minuscules, sont très dangereux parce qu'ils transmettent des maladies. Donc, comment faire puisque ces microbes et bactéries sont là? Comment trouver des manières de s'en défaire? Et on découvre par exemple l'importance de faire bouillir certains instruments, de les faire passer dans de l'eau bouillante et que cela fait disparaître les agents dangereux et cela garantit la sécurité des instruments et la conservation de la santé. Un autre aspect qui est absolument important quand on parle du 19e siècle, c'est le développement des sciences sociales comme la psychanalyse et la psychiatrie. Nous allons découvrir à partir de cette époque que l'étude de la psyche, de la mentalité des gens, de son esprit, va devenir un sujet d'étude, d'analyse et une spécialité médicale. C'est à partir des travaux de Sigmund Freud et de Jean-Martin Charcot qu'on commence à s'intéresser à la notion d'inconscient et à l'importance des traumatismes, le traumatisme d'enfance par exemple. Mais à partir de ces études, ces analyses du travail avec les personnes qu'on considérait tout simplement fous, maintenant on va commencer à étudier, on va commencer à s'approcher et on va éliminer progressivement l'étiquette de fou ou de folie pour voir ce qu'il y a derrière. Et on commence à parler d'anomalies et on commence à classer quelles sont les différentes anomalies. Ce n'est pas la même chose quelqu'un qui a un désordre de la personnalité que quelqu'un qui est paranoïaque ou qui est schizophrène. Donc, toutes ces classifications naissent
au XIXe siècle. De la même manière qu'il naît une catégorie qui est d'abord appelée les aliénistes, parce que ce sont les spécialistes qui travaillent avec les aliénés. Les aliénés sont les personnes inadaptées à la société. Donc, un aliéné, c'était d'abord un fou. On l'éliminait, on le traitait à part, on le rejetait dans les groupes sociaux. Et les personnes qui s'intéressent et qui s'approchent, on les appelle les aliénistes. C'est un peu le prédécesseur des psychiatres. Nous avons aussi, très important pour le XIXe siècle et très important pour la littérature, la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Parce que quand il propose l'idée de sélection naturelle et l'évolution et comment les êtres vivants sont nés et ont survécu, ont évolué à travers des millénaires, cela va aussi donner des idées aux écrivains qui vont se dire, ok, s'il y a une sélection naturelle et seulement les plus forts vont survivre, ça fonctionne aussi au niveau social. Il y a des gens qui sont plus doués, plus forts émotionnellement ou économiquement, et ce sont eux qui vont s'imposer sur les plus faibles. Donc, à partir de la théorie de Darwin, nous allons voir comment la méthode scientifique va prendre une importance énorme dans tout ce qui est les sciences, mais non seulement les sciences pures, mais les sciences sociales aussi. On développe l'idée du positivisme. Le positivisme, c'est une théorie où il faut s'appuyer sur la méthode scientifique pour exprimer les connaissances. Et on découvre aussi, on va donner naissance à des techniques ou à des pseudosciences telles que le galvanisme. Le galvanisme vient aussi de la découverte de l'électricité. Parce qu'à un moment donné, les gens fascinés avec toutes les possibilités de l'électricité, ils ont fait des expériences sur des tissus humains, sur la chair, sur les tendons, sur les muscles. Et on a commencé à se demander s'il était possible de redonner la vie, de ressusciter quelqu'un qui était mort si on appliquait l'électricité. Donc, les expériences viennent d'un médecin italien qui s'appelait Galvani et qui a fait toute une série d'expériences scientifiques pour voir quels étaient les effets de l'application de l'électricité sur l'être humain. En ce qui concerne la vie culturelle et littéraire, nous allons nous concentrer sur l'importance qu'il y a eu en 1895 la première projection cinématographique par les frères Lumière. Je crois que c'est évident, c'est que le cinéma est devenu au XXe siècle et comment le cinéma est devenu une partie permanente, fréquente, une partie composante de notre vie. Nous aimons aller au cinéma, nous aimons regarder des films. Et ce sont les frères Lumière qui nous ont permis justement de trouver la magie de l'image en mouvement. Maintenant, pour ce qui est le côté littéraire, il faudrait dire que au XVIIIe siècle, quand il y avait un roman, une œuvre littéraire à succès, qui était très connue, que tout le monde voulait avoir, c'était quelque chose qui arrivait à vendre 2000 exemplaires. Et déjà, c'était énorme. Mais à la fin du XIXe siècle, les œuvres qu'on appelle aujourd'hui best-sellers, elles pouvaient arriver jusqu'à 15 000 exemplaires. Donc, on a beaucoup avancé tout au long du siècle. Cela s'explique par les avances de la révolution industrielle et par l'accès et les changements en France dans le domaine de l'accès à l'éducation. Donc, plus de gens instruits, plus de gens sachant lire, plus de livres qui peuvent être vendus. Un grand développement du marché de l'imprimerie, ça a aussi
a permis de diminuer le coût des livres. Donc ça devenait plus accessible. Les gens avaient plus accès. Non seulement ils savaient lire, sinon qu'ils pouvaient se permettre d'acheter des livres imprimés. Ensuite, un autre développement très important, c'est le développement des journaux. Et les journaux qui, évidemment, ils publiaient les informations du jour, ont découvert que les gens aimaient lire et peut-être les gens qui ne pouvaient pas se payer un livre, ils pouvaient se payer un exemplaire de journal. Donc, certains journaux, ils ont contacté des écrivains et ils ont proposé à ces écrivains de publier tous les jours une partie des histoires qu'ils écrivaient, des romans. Donc, c'est justement cette proposition qui permet à des auteurs comme Alexandre Dumas de devenir des véritables célébrités à l'époque. Et les journaux qui publiaient les histoires de Dumas, ils ont arrivé jusqu'à 400 000 exemplaires par jour. C'était énorme. Les romans qu'on publiait dans des publications journalières, on les appelle des romans feuilletons. Aujourd'hui, nous les connaissons comme des exemplaires complets. Mais les contes de Monte Cristo, les Trois Mousquetaires, les gens les ont suivis de la même manière que nous suivons aujourd'hui une série. On voit un chapitre et il faut attendre après pour voir l'autre. Au XIXe siècle, il fallait attendre le journal de demain pour savoir comment l'histoire continuait. Et cette méthodologie de travail et de vente a rendu très populaire la littérature et le roman historique au style Dumas. Dumas, il s'est inspiré de Walter Scott, l'anglais, pour écrire ses romans historiques et les gens ont adoré. Et c'est à partir de cet accord de l'auteur avec le journal que des écrivains comme Dumas sont devenus des célébrités et ils vivaient comme des millionnaires à l'époque. Ils étaient payés par des mots. C'est très intéressant. Dumas, il proposait d'écrire un roman de 150 000 mots et à partir de là, il accordait avec le journal comment il allait rendre les différents chapitres pour qu'ils soient publiés. Un autre auteur qui a tiré profit de cette manière de travailler, c'est Maupassant. Et Maupassant, il publiait des contes. Nous avons aussi à l'époque les positivismes d'Auguste Comte. C'était un philosophe. Et lui, il a développé un cours de philosophie positive. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le positivisme croit à l'importance de la méthode scientifique et à l'importance de l'évidence scientifique pour comprendre le monde. Cette atmosphère où l'évidence scientifique est essentielle va beaucoup influencer quelqu'un comme Émile Zola. Et plusieurs écrivains de l'époque commencent à faire une espèce d'expérimentalisme, c'est-à-dire qu'ils vont traiter la littérature comme un objet scientifique. Et si pour avancer dans la science, il faut appliquer la méthode scientifique, pour avancer dans la littérature, il faut aussi appliquer la même méthode. C'est ce qui va aboutir au naturalisme. Le naturalisme va très à côté de l'idée scientifique positiviste et de l'utilisation de la méthode scientifique. Et pour terminer, nous allons jeter un coup d'œil très rapide sur les courants littéraires qui définissent le 19e siècle. Et je vous ai dit, c'est un coup d'œil très rapide parce que le reste de notre travail va entrer plus en détail sur chacun de ces courants. Donc pour l'instant, il suffit de les mentionner. Le 19e siècle trouve la France dans la découverte et dans la consolidation du romantisme.
c'est le sentiment contre la raison. Quelle raison? La raison qui venait du mouvement de l'illustration. Donc, le XVIIIe siècle, c'est le siècle de la raison, du rationalisme, et au XIXe siècle, l'idée qui dominait la raison était un peu épuisée et on passe au romantisme où on redonne la place centrale au sentiment. Mais dans à peu près la moitié du siècle, l'idée du sentiment avant tout, ça commence aussi à s'épuiser, à se fatiguer comme source d'inspiration littéraire. Et on évolue vers le réalisme. C'est une technique romanesque fondée sur l'observation, c'est-à-dire que les écrivains se voient eux-mêmes comme des témoins qui doivent rendre un registre détaillé de tout ce qu'ils voient. Et tout ce qu'ils voient, ce n'est pas nécessairement les vies extraordinaires des héros ou des nobles, sinon des vies médiocres. Donc, les vies médiocres, les vies quotidiennes des gens normaux deviennent aussi un sujet littéraire. Mais cet intérêt de refléter la réalité telle qu'elle est va aboutir au naturalisme, où cet idéal de transmettre la réalité telle qu'elle est va suivre ou va ajouter l'intention scientifique, l'ambition scientifique, et l'écrivain va se percevoir lui-même comme un scientifique de la littérature. Ensuite, la dernière partie du siècle va voir l'existence du fantastique. Le fantastique propose un monde autre. Et nous allons voir justement pourquoi serait-il nécessaire de donner la place ou de croire à un monde différent dans ces dernières décennies du XIXe siècle. En même temps, il y a la naissance et le développement du symbolisme, et le symbolisme qui touche très fortement la poésie. Il croit à un système de correspondance pour appréhender le monde, pour s'approprier du monde grâce aux sensations. Donc, le reste du cours, nous allons examiner plus en détail chacun de ces courants littéraires. Merci beaucoup.